entends, c'est parfait. Un live ne peut pas bien commencer si il y a pas un problème de son, de toute façon, on se sait. Comment allez-vous? Chaque stream son petit effet. Non mais c'est ça, c'est ça. Moi je trouve que c'est un peu la surprise à chaque fois quoi. Comment vous portez-vous? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'Angoulême c'était bien pour les personnes qui y étaient? Ok, les gens ne veulent pas parler d'Angoulême. Chouette en gougou, mais tu sais déjà. Oui, on en a parlé, Chloé, c'est vrai. C'était, mais je suis pas tant emballée par la proposition du festival, je crois bien. À cause de quoi il dort? Qu'est-ce qui t'a déplu? Au-delà de la situation politique qu'on connaît actuellement. Et dont je reparlerai pas ce soir, j'ai hésité, mais parce qu'il y a eu. Il s'est passé des trucs pendant le fest, mais j'ai un peu la flemme, je vous cache pas, de revenir là-dessus. Il y a des gens qui le feront très bien à ma place, je le sais. L'orgasme sur certains points, et finalement, je m'en faisais toute une image mentale idéalisée par rapport à ce qu'on me disait, et c'est moi finalement. Je... Moi, la dernière fois que je suis allée, c'était en 2020. Coucou, j'ai une visite de chat. T'as quand même pu faire des expos? Bah oui, tiens. Et tout le monde, j'aurais aimé assister à la conférence Yukimura, ça a dû être intéressant. Bonsoir, Jeff. Bah, elle avait l'air belle, l'expo Yukimura, quand même. Et il y avait des conférences qui avaient l'air intéressantes. Elle était bien, l'expo Superman, parce que beaucoup de gens ont parlé des expos manga normales parce que c'est mon cercle, mais Superman, c'était comment? Surtout la question, est-ce que parmi vous, des gens ont chopé la peste du festival, la peste du FIBD? Tout le monde tombe malade en général après le FIBD. Si on est fan, ça devait être super. En tant que personne qui ne lit pas du tout de comics, c'était sympa. Ok. Expo Superman très complète, mais peut-être trop justement. Tu veux dire que c'était trop pointu par rapport au public? Parce que du coup, si je me trompe pas, cette expo Superman, c'est celle qui va durer jusqu'en mars, du coup, non? Moi, c'est vrai que c'est un peu une des raisons pour lesquelles je m'étais pas trop intéressée au festival cette année, c'est que je m'étais dit que sur place, j'entendais des personnes dire ah, ils se sont trompés ici sur les textes, je sais pas trop du coup. Ok, donc les cartons d'exposition, c'est pas encore ça. Déjà l'année dernière, il y avait eu quelques grincements de dents par rapport à l'expo Moto Agio, je me souviens. À raison, en l'occurrence. Ils ont essayé de caser des lieux et événements importants, plusieurs persos hors Superman, description des gros artistes qui ont taffé dessus, etc. Ouais, donc du coup, c'était peut-être beaucoup pour les personnes qui sont pas à fond dans les comics de super-héros, quoi. Après, ça touche aussi, je pense,
les aficionados, quoi. Moi, j'avoue, l'expo me faisait pas rêver. Bon, et personne n'a chopé la crève d'Angoulême, du coup. Tout le monde est en bonne santé. Pour le moment, ça va, mais je m'avance pas trop. Ouais, on sait jamais, quoi. Scénographie était cool, ça retraçait la vie du super-héros. Je pense que c'est surtout ça qui faisait l'effet ouais de l'expo. La bonne santé ici. Ok, bon. Bah écoutez. Coucou PA. PA, le festival, ça s'est bien passé? Je sais pas si tu dis comment va à moi, mais moi ça va. C'était usant mais grave cool. Oui, bah de toute façon, quand tu reviens du FIBD, t'es toujours claqué, hein. C'est. On marche tellement, on grimpe tellement de côtes. Et il y a tellement de bruit et de monde en permanence. Mais ouais, moi j'irai peut-être l'an prochain en fonction de la. Coucou Thomas. J'irai peut-être l'an prochain en fonction de. Comment ça s'appelle? De la programmation. Euh, Par contre, il y a des chances que cette année, du coup, au mois de juin, je crois, j'aille à Amiens. Voilà. La légende raconte qu'il y avait eu autant d'attentes à l'expo Shirahama que d'attentes pour voir Sylvie Navette BD1. Bonsoir Médérite. Enfin, Mérédith, du coup. Euh, Oui, il paraît que l'expo Kamome Shirahama, c'était terrible, mais en même temps, on m'a dit, du coup, Chloé et Vincent m'ont dit, Chloé et Vincent, Corinthien et J'aime lire dans le chat, m'ont dit que c'était petit. Et ce matin, j'ai regardé le live de Quentin Rigaud, Slan Meta, et il a parlé de son retour au FIBD et il disait aussi que en fait c'est trop petit pour une expo comme l'Atelier des Sorciers qui touche un très très large public et que l'attente c'était terrible. Tu vas voir Urasawa, trop chouette. Alors, j'ai pas du tout pour objectif si je vais à Amiens de rencontrer Urasawa ou quoi, parce que même si j'aime bien le travail de l'auteur, je suis pas une ultra fan genre. Et j'aime pas particulièrement rencontrer les personnes dont j'aime le travail. Je me dis toujours que c'est un peu décevant. Mais j'y vais parce que déjà, Amiens, je trouve que c'est une ville. Enfin, je vais essayer d'y aller parce qu'Amiens est une ville que je trouve très chouette. Et parce que c'est cool d'aller faire des petits festivals BD. Après, si je croise Urasawa, ce sera cool, mais c'est pas un objectif en tout cas. Voilà. Bon, ce soir, on fait le bilan culturel du mois de janvier. Je sais pas pour vous, mais moi, ça a démarré plutôt tranquillou. Genre, j'ai pas fait d'expo, j'ai pas lu des milliards de trucs, j'ai pas vu des milliards de films. Mais en vrai, dans l'ensemble, j'ai quand même lu et vu des trucs quali. Donc, on va commencer tranquille avec le seul film nouveau. J'ai mis des guillemets, c'est-à-dire que je me suis refait les Harry Potter en fait sur le mois de janvier, donc du coup, j'ai pas regardé beaucoup de films, mais je suis pas allée au cinoche. Le seul truc que j'ai vu et que je n'ai pas fini, alors attendez, je transfère l'écran. Hop. Euh, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi c'était une déception. Voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Genre, vraiment.
Je crois il est sorti en 2021 le film. Je l'avais pas vu au Cinoche à l'époque. Je suis trop trop fan. Je suis une ultra fan de la trilogie Matrix. Genre ultra fan. Ça fait partie de ces trucs, de ces sagas que je regarde super souvent. Genre j'adore, j'ai grandi avec. J'aime trop trop trop. Et j'avoue que sur le 4, j'avais pas du tout envie de le voir parce que déjà il m'avait pas chauffé à l'époque. Mais bon, il est arrivé sur Netflix, je crois, la semaine dernière. Et donc avec mon mec, on s'est dit, allez go, on va voir Matrix Résurrection. Bah à part avoir eu l'impression qu'on me crachait un gros molar à la tronche, voilà. Est-ce que tu es fan des Wachowski? Bah ouais, j'aime bien ce que font les Wachowski. J'avais adoré Cloud Atlas. J'ai pas vu leur série, mais dans l'ensemble, j'aime assez leur cinoche, quoi. Je me souviens plus de tout ce que j'ai vu. Cloud Atlas, ça avait été un gros coup de cœur. Mais genre là, c'est pas tant un film Matrix qu'un film de Lana. Oui, non mais... Sense8, oui voilà, c'est Sense8. J'ai pas regardé Sense8. Oui, mais quoi qu'il se passe, c'est brandé Matrix, donc du coup j'étais déçue, voilà, je vais pas vous faire une critique ciné, c'est pas mon métier de toute façon, mais genre ça m'a pas... Je l'ai pas fini, quoi. Et bon, je sais pas si... si Keanu Reeves, il est trop imprégné du perso de John Wick, mais genre... j'avais commencé à faire un comptage de yeah en regardant le film, tellement il le faisait comme dans John Wick. C'était assez marrant d'ailleurs. Mais je sais pas, je trouvais que l'action c'était un peu mou. Ouais, bon, je veux pas rentrer dans un grand débat, mais je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu dans le chat, à part Tiaf et Thomas, mais genre, je vais essayer de le finir. Mais le peu que j'ai vu a suffi à me faire dire que j'aimais pas. Voilà, j'avoue. Et c'était la seule nouveauté que j'ai vue en janvier. Mais en fait, enfin, après, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de méta. Et du coup, c'est drôle parce qu'on comprend que Lana Wachowski, enfin, elle a quand même un message à faire passer dans le film. Et j'ai l'impression que le message, c'est genre, bon, bah, vous avez voulu qu'on refasse un Matrix, je vais vous refaire un Matrix, mais je vais littéralement faire de la méta à donf. Mais la méta est tellement. Enfin, je veux dire, on a même bah voilà, trop de méta, tu le méta. Bah oui, c'est ça, c'est trop méta en fait. Et genre, ça enlève toute la substance, je trouve, de la saga Matrix. Donc je sais très bien que Lana Wachowski, elle essaye de nous faire comprendre que faire ce film, ça l'a certainement fait chier. Et qu'elle voulait pas, et qu'elle voulait montrer que bah, Matrix c'était 3 films et puis c'est tout. Mais ça, c'est bah, très bien, c'est réussi. Euh, et il y a plusieurs fois où elle se moque vraiment des fans de Matrix aussi. Parce qu'en gros, le pitch du film, c'est que Matrix, la matrice, ce serait un jeu vidéo qu'a développé du coup Thomas Anderson. Oui, c'est Thomas. Euh, et, et que du coup, en fait, tout ça, on serait dans une autre réalité, etc. Et du coup, on lui propose de développer le Matrix 4 jeu vidéo et il est pas hyper chaud. Le mec est carrément sous anxio et tout, genre il est hyper malade. Il va pas bien mentalement et genre vraiment toutes ces équipes de prod autour de lui, c'est littéralement tous les fans qui ont sorti toutes les plus grandes théories, les critiques les plus courantes qu'on peut trouver sur la saga Matrix, quoi. Donc du coup, c'est un peu genre, spectateur, t'as vu, je sais ce que tu penses de mon film, je te le refous dans la tronche et en gros, oui, c'est ça, c'est... Vous voulez du Matrix et je vais vous en dégoûter. Bah écoute, là-dessus, elle a réussi son pari, donc chapeau. Voilà. Donc en film, c'est tout ce que je peux vous montrer parce que bon, je vais pas vous faire mon avis sur la saga Harry Potter que j'ai vu 50 fois. Je suis allée au théâtre en janvier. Je suis allée voir
L'art de ne pas dire de Clément Viktorovitch. Je sais pas si vous connaissez Clément. Euh, un petit streamer, quoi. Et surtout politologue, ancien prof à Sciences Po et spécialiste de la rhétorique. Notre sauveur, oui, de ouf. Je vous surconseille de regarder les lives de Clément ou ses VOD qui sont sur YouTube parce que il fait des analyses critiques très intéressantes de l'actualité politique. Et genre, c'est juste méga trop bien, quoi. Et donc, bah, on est allé le voir en spectacle avec l'art de ne pas dire, qui est un spectacle. En gros, bah, je vous mets le résumé. Dans la 1, 2, 3. Dans la continuité de son livre Le pouvoir rhétorique, Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clic ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme, une conférence dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu'ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir. Lui qui n'a plus rien à perdre décide de tout détruire. Au fil de sa démonstration, toutefois, cet homme rongé par le rejet en vient à s'interroger et si l'art qu'il a pratiqué n'avait finalement rien d'anodin. Au fil des dissimulations et des manipulations, ce qui a été perverti ne serait-ce pas en réalité le sens même de la démocratie. Vous étiez au Saint-Georges? Non, actuellement, il est au théâtre 13e art, à Place d'Italie. Et franchement, c'était très bien. Très chouette de voir Clément Viktorovitch incarner un personnage aussi. Il y a un petit twist de maquillage assez rigolo. Très intéressant pour effectivement décrypter du coup ce qu'on appelle en sciences humaines l'art du discours, quoi. Bon, en l'occurrence, il faut voir l'art du discours actuel et en gros c'est 100% une grosse critique du macronisme et du discours macronien qui est un discours vide de sens, de propos rassembleurs qui n'ont rien à proposer en fait concrètement, d'une politique qui dit qui souhaite sortir des arguments pour être élu mais qui n'a rien d'intéressant à proposer. Et puis bon, bah je vais pas vous faire l'actu politique, genre on est encore sur des 49.3 dernièrement là et voilà quoi. C'était lourd, même si quand tu le suis beaucoup, tu apprends pas grand-chose, mais pour un public qui ne connaît que de loin, ça peut faire des déclics. Ouais, franchement, en fait, c'est très pédagogue comme spectacle. C'est très de gauche. Aussi, hein. Et moi, je le trouve très très bon. Et ce qui est chouette, en plus, j'ai trouvé personnellement, c'est que j'ai vraiment vu qu'il incarnait un personnage. Euh, Et pourtant, je regarde Clément Viktorovitch au minimum une fois par semaine pendant ses lives. Euh, mais il y a vraiment, c'est vraiment très très bien fait et ça permet vraiment de comprendre les rouages rhétoriques qu'il y a en politique et il prend des exemples très clairs. Donc franchement, excellent. Il est, attendez, en savoir plus. Oui, mais moi je veux les dates en fait. Donc ça a été coécrit avec Ferdinand Barbet et donc Clément Viktorovitch, il avait écrit Le pouvoir de la rhétorique que j'ai chez moi, qu'il faudrait que je lise un jour. Et donc il a fait aussi, ils ont sorti le script en fait du seul en scène l'art de ne pas dire et derrière il y a de ce qu'il disait pendant le spectacle aussi tout un écueil critique pour comprendre comment ils ont construit ce spectacle et pourquoi ils l'ont construit. Voilà, les rendez-vous Twitch, voilà. Alors attendez, on va essayer. Ah, c'est pas ça que je vais faire. La tournée. Voilà, il est en tournée. Bon, c'est très complet. Hein. Mais il y a déjà des dates pour 2026 si ça vous intéresse. Franchement, ça vaut vachement le coup. Moi, je surconseille. C'est trop bien.
Voilà. Et abonnez-vous à son Twitch aussi, si vous n'avez pas fait, ou à sa chaîne YouTube, quoi. C'est trop bien. Voilà pour spectacle. Et donc après ce mois-ci, j'ai aussi vu beaucoup de documentaires. Pas de films, mais des docus. Je vous montre pas tous les documentaires de True Crime que je regarde parce que c'est juste abusé. Et que comme toute personne normalement constituée, je m'endors en regardant du True Crime. Voilà. Mais par contre, j'ai commencé la série Gourou, un business lucratif qui est sur Arte en ce moment parce que j'aime trop les histoires de sectes. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai vu le premier épisode et vraiment à chaque fois je trouve que c'est glaçant de voir les rouages des sectes et de ce genre de trucs. Donc voilà, c'est mes trucs un peu chelous peut-être. Donc j'ai vu ça sur Arte, il faut que je finisse la série, mais franchement c'était très cool. Et le gars qui fait cette série est danois je crois ou suédois. Mais genre franchement trop chouette. Enfin moi j'aime trop les trucs sur les sectes. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Dissect et c'est une nana qui analyse aussi des mouvements sectaires et genre j'aime trop quoi. Vraiment j'aime trop parce que je sais que surtout sur Arte c'est qualitatif et donc du coup j'aime trop. Si tu aimes les sujets de dérives sectaires et New Age, faut suivre G 1000 grammes aussi. Bah ok, je checkerai ça. Ça marche. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est très parlant sur la psychologie des foules, sur tous les mécanismes d'emprise et de manipulation. Et je sais pas, genre ça m'intéresse de fou, quoi. Donc voilà, donc je vous conseille en tout cas le premier épisode sur Valdemiro Santiago au Brésil, dans Gourou, un business lucratif, épisode 1 sur 3. C'était vraiment pas mal. Et sur Arte, j'ai aussi regardé le documentaire sur David Lynch, puisque nous avons perdu David Lynch en ce début d'année 2025. C'est une grande tristesse pour moi. Parce que David Lynch, ça fait partie des réalisateurs qui sont à l'origine de mes premiers chocs cinématographiques. Et c'est aussi le réalisateur de mon film préféré de tous les temps, Elephant Man, que j'aime énormément et qui me fait pleurer tout le temps et que j'adore. J'ai 2 films hyper importants pour moi et Elephant Man en fait partie. Donc j'ai vu ce super docu. Je vous le conseille si vous voulez intéresser un peu au réal. Et je vous conseille aussi de regarder la chaîne. C'est vrai que je ne l'ai pas cherché, mais attendez, je vous le mets. Je pense qu'il y a eu un blow-up. Comment il s'appelle? David Lynch. Et aussi ouais, c'est ça. L'émission Blow Up, qui est aussi sur Arte et qui est une super émission de Cinoche. Et voilà, ils ont fait un C'était quoi David Lynch? Et bah voilà, il date d'il y a 7 ans quand même. J'avais vu à l'époque et c'est trop trop bien. Et je vous conseille aussi, bah oui, du coup je la vois là. Il y a l'émission de Paco Mtielman. Wow. Pardon. Qu'il avait fait aussi sur Mulholland Drive de David Lynch, Pourquoi Hollywood doit disparaître. C'est genre, c'est trop bien. J'adore ce réal et sa mort c'est une grande tristesse, vraiment. Donc le documentaire en tout cas sur Arte, je vous le conseille si vous connaissez pas le cinéma de David Lynch, parce qu'en plus c'est pas ça spoil pas les intrigues des films ou quoi, ça donne juste des pans d'analyse et c'est hyper intéressant. Et c'est un bel hommage en fait, je trouve, ce documentaire. Les analyses de Pacôme, toujours suivre, mais je comprends R à ce qu'il raconte. Oui, mais Pacôme, moi, il m'hypnotise avec sa voix. J'avoue, je comprends pas toujours tout. Et il a une émission aussi où je crois que c'est
sur l'Empire romain n'est pas mort ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais j'aime bien comment il fait. Et j'avais adoré aussi ces émissions qu'il faisait sur les phénomènes internet. C'était vraiment chouette. Trop poétique pour moi, je pense. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Moi, en tout cas, j'accroche grave. Puis je sais pas, j'aime trop son style, là, sa grosse beubarde marxiste et tout. Parfait. Euh, Donc voilà pour David Lynch. Et j'ai aussi vu ce documentaire, pour le coup, qui est sur France TV et qui est dispo sur YouTube actuellement sur la chaîne de France TV. Gisèle Halimi, La cause des femmes, parce que Gisèle Halimi fait partie de ces féministes et figures féministes que j'admire le plus au monde. Rien que ça. Et du coup, j'en profite puisque je vous parle de ce docu qui est très intéressant et qui revient vraiment sur sa vie et ses engagements féministes. Je vais vous présenter 3 bouquins d'elle, même si je les ai pas lus là, c'est toujours intéressant. Enfin, il y en a un qui est en cours de lecture. Et pour ceux qui savent pas, genre Gisèle Halimi, elle commence son engagement féministe très tôt, puisqu'à l'âge de 10-11 ans, elle décide, en voyant le fonctionnement dans sa famille de ses frères et son père ne font rien à la maison, et sa mère et elle font tout, elle décide de faire une grève de la faim pour dire que pour elle, c'est pas normal. Et elle va, de fait, ouais, elle va faire une grève de la faim, en gros, pour dire, je suis pas à la botte des hommes, quoi. Et rien que ça, je trouve ça génialissime. Genre, merci madame. Et donc, pour les personnes qui savent pas qui est Gisèle Halimi, c'est notamment grâce à elle qu'on a eu le droit à l'avortement, elle et le combat de Simone Veil. Et aussi, grâce à elle, qu'on a eu la criminalisation du viol dans le droit français, en fait. Rien que ça, hein. Voilà, et elle a participé du coup au manifeste des 343 salopes, je crois qu'on dit, euh, pour protester en fait et pour réclamer le droit à l'avortement. Elle fait aussi partie des personnes qui étaient engagées en faveur de l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Elle était dans les mouvements indépendantistes, elle qui était tunisienne, juive en l'occurrence. Euh, et elle fait partie des rares femmes à l'époque. Enfin, elle a fait son droit, quoi. Et donc, moi, j'ai lu d'elle, qui est géniale, Avocate irrespectueuse. Voilà. Où elle revient, en fait, sur son parcours d'avocate, tout simplement. Et ses grands procès, ses grands travaux. Et j'ai lu aussi Ne vous résignez jamais, qui est vraiment un ouvrage qui revient sur le fondement de son engagement féministe, en fait. Et donc dedans, elle y parle de son rapport à la prostitution, de son rapport au viol, de son rapport à l'avortement, et sur tout ce qui a fait qu'elle s'est engagée politiquement pour les femmes. Elle revient sur la création de l'association, je crois, qui s'appelait Choisir. Et si aussi, j'ai oublié de vous dire, mais Gisèle Halimi, c'est aussi grâce à elle qu'on a eu des législations sur la parité en politique, tout simplement. Voilà. Euh, et elle était très en lien avec Mitterrand à l'époque. Bon, ça s'est pas hyper bien passé, mais le documentaire revient dessus, donc je vous conseille de le regarder. Ça fait une bonne porte d'entrée dans son monde. Et du coup, actuellement, je suis en train de lire un de ses autres récits autobiographiques qui s'appelle Le lait de l'oranger, euh, où elle parle de son papa, de son enfance en Tunisie. Je n'ai pas beaucoup avancé parce que euh, à chaque fois que je me plonge dans le bouquin, c'est quand je fais une insomnie matinale, que je me réveille à 4-5 heures du mat et que genre je sais pas quoi faire et donc je lis ça, donc je finis par genre juste j'ai aucune concentration. Mais peut-être que je vous en parlerai dans le bilan lecture du coup de février, je pense que j'aurai fini d'ici là. Donc très très cool, voilà, pour
Gisèle Halimi. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter en un truc que j'ai vu ou quoi. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui connaissent Gisèle Halimi. Meredith, stylé, il faudrait que je me planche plus sur son parcours. Franchement, ouais, elle est trop intéressante. Puis elle fait partie de la vague féministe des années 70 qu'on a eu avec Veil, avec Simone de Beauvoir. Et d'ailleurs, Gisèle Halimi, il y a débat au sein de l'État pour savoir si on la panthéonise ou pas. Et de mémoire, quand le débat s'était posé, Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait pas parce qu'elle était en faveur de l'Algérie. Euh, le devoir de mémoire de la France sur la guerre d'Algérie, c'est encore compliqué. Ce que je trouve extrêmement dommage parce que bon, elle a vraiment participé à sauver la vie de beaucoup de femmes et d'aider beaucoup de femmes, quoi. Ouais, on en parle au collège, notamment en troisième. Ah ouais? Elle est au programme? Trop cool. Elle est au programme en histoire ou en lettres? En plus, je vous conseille vraiment ces bouquins parce que elle a une très belle plume, Gisèle Halimi. Elle écrit très très bien. Et, euh, et c'est chouette. Ça rend vraiment la lecture agréable. Ouais, elle est intransigeante, mais de fou, hein. Enfin, moi, il y a sur l'autobiographie. Moi, j'ai vu l'année dernière le documentaire Viol, défi de justice qui filme de l'intérieur le procès pour viol de l'avocate victime. C'est Anne Bouillon qui est spécialisée dans la défense des femmes victimes et PSS. Il est génial. Je note. Oui, elle en parle hein, dans Ne vous résignez jamais, justement. Elle parle de son rapport à ses enfants et à sa famille parce qu'elle a choisi son métier et la cause des femmes, en l'occurrence, au-dessus je suis désolée, je cherche mes mots. Au-dessus de sa famille, en fait, tout simplement. Et, et c'est vrai que son engagement a pris beaucoup de place, mais ses enfants n'ont pas l'air d'avoir. Je crois qu'il y en avait un, en tout cas à l'époque où elle écrit ses bouquins avec lequel elle était brouillée. Je sais pas si depuis qu'elle est décédée c'est encore le cas, mais dans le documentaire, ses enfants témoignent et c'est très touchant de voir ce qu'ils disent de leur maman et de voir à quel point ils sont fiers d'elle, même si évidemment, du coup, elle a probablement eu des manques. Enfin, ils ont peut-être eu des manques, etc. Mais en tout cas, pour les femmes, c'est quelqu'un qui a fait énormément, qui mérite d'être, à mon sens, beaucoup, beaucoup mis en avant et qu'on devrait lire plus souvent, en fait. C'est une féministe sur laquelle on se penche pas assez, je trouve, en fait. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les mouvements féministes, etc., je trouve que c'est important aussi des fois de revenir à des figures un peu fondamentales d'une époque pour comprendre comment on en arrive là où on en est aujourd'hui et comment par exemple pour l'affaire de Mazan on en est arrivé à voir les condamnations qu'il y a eu, sans Gisèle Halimi et la criminalisation du viol, ce genre de procès aurait pas pu avoir lieu, quoi. Donc je trouve que c'est important. Et puis moi c'est vrai que en termes de position sur la prostitution, je me sens très proche des positions qu'avait Gisèle Halimi parce qu'elle était abolitionniste et que je le suis aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir des figures face auxquelles on peut, avec lesquelles on peut dialoguer, pardon, dans les bouquins et se dire qu'on partage des opinions, quoi. Et voilà. Donc moi, en tout cas, elle fait partie des féministes qui sont assez formatrices dans mon parcours de femme et de féministe, du coup. Et j'adore la lire parce que, comme je vous disais, je trouve qu'elle écrit très bien. Et le lait de l'oranger, j'ai hâte de le continuer, du coup. Voilà. Alors, attendez, je nous remets... parce que j'ai plus rien à vous montrer.
Petit déplacement de la caméra. Serge Halimi, c'est un bon vieux aussi. Je connais moins ses enfants, j'avoue. J'ai une BD sur son parcours à lire. Il y a une BD sur Gisèle Halimi. Ok, cool. Bah en vrai, c'est bien. Moi, c'est vraiment une femme que j'apprécie beaucoup et à chaque fois qu'il y a un truc sur elle sur le net, j'avoue, je regarde, j'aime trop. Bah, j'ai un roman à vous montrer et après on va pouvoir passer au manga. C'est celui qui avait écrit Les Nouveaux Chiens de Garde. Ah, mais oui, tu m'en avais parlé. Faut vraiment que je me penche sur Les Nouveaux Chiens de Garde, effectivement. Je vais me le noter sur un post-it. Attention. Parce que je vais oublier, sinon, je me connais. Mais oui, c'est des gens très... c'est une famille assez brillante, les Halimi, j'ai l'impression quand même. Les nouveaux chiens de garde. Ok, c'est noté. Je vais me le coller sur mon écran, le post-it. Voilà, voilà. Et donc, je vous disais, j'ai un roman qui n'est pas vraiment un roman que j'ai lu, mais c'est l'occasion de vous présenter un auteur que vous connaissez peut-être pas ou que vous connaissez pas beaucoup. Docu et bouquin. Ok, super. Cette année, je continue mon exploration de la littérature japonaise. Et je continue du coup à lire l'œuvre de Natsume Soseki, qui est un de mes auteurs préférés du Japon. Et donc j'ai lu une journée de début d'automne qui rassemble 5 ou 6 histoires courtes, des récits autobiographiques. Et genre, bah, je sais pas, à chaque fois je trouve ça génial. Et vraiment, Soseki fait vraiment partie de ces auteurs dont je ne me lasse jamais quand je les lis. J'ai un peu le même truc avec Yukio Mishima en littérature japonaise. Genre, à chaque fois que je le lis, je suis pas déçue. Et Soseki, pour les personnes qui ne savent peut-être pas qui c'est un des écrivains qui a participé à renouveler la littérature moderne au Japon au début du XXe siècle. Et il est très connu pour Botchan, mais aussi pour un ouvrage qui s'appelle Je suis un chat, qui est un gros pavé d'ailleurs. Et qui a cet intérêt en fait d'être écrit du point de vue d'un chat. Donc on passe près de 500 pages à lire un chat qui observe les humains, et en l'occurrence ces humains, parce que c'est les gens avec qui il vit, et à exposer des critiques sur eux. Et la fin est très drôle, enfin très drôle. Si on aime l'humour japonais, moi j'ai trouvé la fin drôle. Et c'est assez génial. Et mon préféré de Soseki, j'avoue, c'est Oreiller d'herbe ou Le voyage poétique, qui mélange à la fois la littérature et l'art du haïku, donc la poésie. Et c'est un auteur que vous pouvez découvrir actuellement. Alors moi j'ai l'ancienne édition, mais les éditions Casterman rééditent autant de Botchan, de Taniguchi et de Sekikawa. Faut que j'achète la nouvelle édition parce que celle-ci est en sens français. Et en fait, il fait partie de tout un mouvement d'auteurs plutôt de gauche au Japon, à une époque où on est sous l'empereur Meiji, en fait. Hein. Donc voilà. Et alors, Chloé, attends, faut que j'arrive à afficher ton message parce qu'en fait, il y a écrit chat et du coup, il considère que c'est un message à caractère sexuel. C'est bon. Faut que je change les words sur le chat.
Alors, Colette, j'ai pas beaucoup lu Colette. Ma meilleure amie, Damia, est très fan de Colette. Et elle m'en parle souvent. Et j'ai très envie de me plonger un peu plus. J'avais lu... comment il s'appelait un bouquin sur son enfance. Je l'ai là, mais je vais pas aller le chercher parce que ça implique que je me lève et que je déplace des trucs. mais, euh, mais je note. Attends, j'ai ma liste du coup. Regardez d'ailleurs, j'ai. Tout le monde s'en fout. Non, mais je vous le montre. J'ai des post-it. Les The Cat Returns. Comment ça s'appelle en français C'est un film des studios Ghibli. J'ai plus le mot en français. Non, c'est pas Rieti. Tu peux faire des live papeterie, je valide. En vrai, je fais pas beaucoup de papettes, mais. Ah, c'est quoi déjà en français C'est Poticha. Oh, mais j'ai un gros. Attendez, mais faut que je retrouve parce qu'en plus j'adore ce film et j'ai un délire avec une amie dessus. Euh... Je l'ai plus. Cat Return. Oh, mais pourquoi j'ai. Le royaume des chats. C'est le royaume des chats. De Hiroyuki Morita. Voilà, c'est bon. Bon, bref, ma librairie, ma libraire que j'adore, elle a de la papette des studios Ghibli. Et donc, je lui avais pris. Je crois d'ailleurs c'était des trucs surprises, mais j'avais réussi. J'avais eu les post-it Cat Return. Bref, voilà. Aparté. On a dit, du coup, le truc lubrique de Chloé, la chatte de Colette. Ça fait un peu titre de film porno quand même. Pardon. Hors contexte, hein, bien sûr. D'ailleurs, faut qu'on arrête avec ce terme pour définir le sexe féminin, c'est juste pas possible. Je l'ai noté. Et du coup, je sais plus où j'en étais. J'étais sur Soseki, du coup, voilà. Et donc, Autant de Bochan, qui est illustré par Taniguchi et qui est écrit par Seiki Kawa, revient sur tout le mouvement artistique et l'intelligentsia, notamment de gauche, du coup, du Japon au début du XXe siècle. À l'époque, on est sous Meiji. Et donc, on ne suit pas que Soseki, en fait. Lui, c'est le fil rouge du manga. Mais on va suivre, du coup, plein de personnages qui gravitaient autour de lui. Et en fait, le fil rouge, c'est le fait qu'il est, à cette époque, sur l'écriture de son chef-d'œuvre Bochan, que je n'ai pas lu, hein, donc je ne vais pas vous en parler outre mesure. Bon, alors, personnellement, j'aime beaucoup Taniguchi, et en l'occurrence, quand ça parle de littérature et de culture japonaise, je me penche forcément dessus. Il faut que j'achète la nouvelle édition, du coup. Est-ce que j'ai pas des planches à vous montrer? Et en plus, c'est vraiment très très bien écrit, c'est-à-dire que c'est vraiment un manga. Bah, il y a une littérarité, pour pas dire que c'est littéraire, parce que ça veut rien dire, mais il y a une vraie littérarité dans le texte, et je cherche une planche à vous montrer. Enfin, une ou des planches. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu dans le chat, Bochan. Il y a de très belles moustaches en plus. Soseki avait une très belle moustache. Alors, est-ce que vous voyez là? Ouais, c'est pas ouf. Enfin, ça vous donne une idée, en tout cas, du mouvement. Ça, c'est beau, ça. Faudrait que j'installe une caméra au-dessus pour pouvoir vous montrer les livres à plat, en fait. Ce serait vachement mieux, non? Faut que je réfléchisse à ça. Même pour les live peintures que je veux faire, ce serait pratique. Par Luc à Rompiche Taniguchi. Bah, en vrai, là, il est juste au dessin, hein. Il est pas au scénar. Moi, j'avoue, j'adore Taniguchi. J'adore. Tizenita, bah ouais, ce serait pas mal. T'es ce daron fan de BD. Bah ouais. Non, mais t'es ouf.
Mais je sais pas, j'aime son dessin, j'aime ce qu'il fait. Alors, il y a eu des ratés dans sa carrière, il y a des trucs que je trouve pourris. Euh, parce que, genre, il avait fait une BD avec Moebius, je crois, et c'est terrible. C'est très très beau graphiquement, mais genre, j'ai jamais lu un truc aussi nul, et pourtant, on se dit, bah, genre, Moebius, ça peut pas être si nul que ça. La chatte de Taniguchi. Et c'est nul, vraiment c'est nul. Mais peut-être un jour je vous parlerai de ces. Après, je les garde pas beaucoup mes fails manga, mais j'ai pas lu des masses de Taniguchi non plus. Bah moi j'en ai quelques-uns. J'en ai beaucoup lu quand j'étais libraire parce que genre en réalité, j'avoue quand t'es libraire c'est l'auteur qui fait bien le pont entre les gens qui ont jamais lu de manga et qui veulent commencer à lire le manga en fait. Surtout les adultes. Parce que les gens, ils aiment bien dire ah, Taniguchi, c'est hyper européen. Nan, nan, nan. Bref, j'ai fait un épisode là-dessus dans mon podcast, donc je vais pas épiloguer. Je suis pas d'accord avec cette idée-là. Euh, mais c'est vrai que j'en ai lu beaucoup en librairie, mais j'en ai pas des masses à la maison. Euh, Ce serait chouette que tu nous partages des fails manga. Bah ouais, mais après, j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque parce que quand j'aime pas un truc, je m'en débarrasse très vite. Mais ça pourrait être marrant en vrai. Surtout que, avec tout ce que je lis, il y a forcément des trucs que je trouve nazes ou que je trouve vraiment pourris. Mais bon, après, j'ai ce truc, je pense que. Enfin, il y a plein de gens à qui ça doit le faire, mais c'est que plus on vieillit, plus on a des goûts qui s'affinent, plus on se connaît aussi. Et moins, du coup, on tombe sur des trucs nuls. Mais quand j'étais libraire, j'en ai lu des merdes, hein. Vraiment. Et ce Taniguchi avec Mobius, vraiment, c'est embarrassant pour eux, quoi. Concrètement. Ouais, pareil, j'ai moins de mauvaises surprises. Bah oui, on arrive à enfin, on se connaît. Euh, donc c'est plus difficile, j'avoue, maintenant de lire des trucs que je trouve pourris. Mais après, on n'est pas obligé de faire genre les fails manga, mais genre juste des mangas que je trouve nuls et qui sont. Enfin, on verra. Ça peut être marrant en vrai. Bah, en tout cas, Soseki, une journée de début d'automne, c'est très chouette, c'est des récits courts, c'est touchant. Je sais plus si c'est la première histoire, c'est la deuxième histoire. Ça s'appelle Le moineau au bec rose. Il raconte comment il a récupéré un oiseau dont il s'est occupé et avec l'âge, tu en viens à affiner ton analyse sur l'œuvre de Franck Dubosc et tu réalises que c'est un artiste complexe. Exactement, Thomas. Et t'en viens à voir. Non, je vais pas faire cette blague. Si je la fais, t'en viens à voir le politique dans les vidéos de. J'ai même oublié leur nom, putain. Les mecs qui ont fait une vidéo avec Macron, là. McFly et Carlito. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça leur blaze. Bref, en tout cas, Soseki c'est trop bien et j'en ai d'autres à lire. Je pense que je vais en relire un au mois de février, donc je reviendrai vers vous pour ça. Euh, voilà. Et après, bah, du coup, on peut passer au manga. Hop. J'en profite pour vous rappeler, pour les personnes qui ne seraient pas au club de lecture ou qui ne savent pas qu'il y a un club de lecture, au mois de février, au club de lecture, on lit je fais un post hein, sur Insta de façon, des portraits de femmes et des destins de femmes. On lit Her de Tomoko Yamashita, qui est l'autrice d'Entre les lignes que je vous ai présenté parmi mes coups de cœur manga de l'année 2024. Il y a une préface de PA qui est peut-être encore avec nous, je ne sais pas. Une postface, pardon, de PA dedans. Et on lit aussi Le monde dans leurs yeux de Yamaji et Binet, qui pareil sont des portraits de femmes. Vous n'êtes pas obligé de lire les deux au CDL ce mois-ci, vous pouvez en choisir qu'un. C'est les deux ou au choix, un des deux, voilà. Petit aparté pour le club de lecture. Alors, mes lectures manga. J'ai lu beaucoup de pavés ce mois-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur en janvier.
Hein. Partagez-moi vos coups de cœur de janvier aussi dans le chat, ça peut être cool de discuter de ça. Hein. J'ai lu Hey Girl, pavé César. Hey Girl de Fusako Kuramochi, de la très très bonne collection Héritage chez Akata. J'ai pas aimé, mais pour des raisons personnelles plus que pour des raisons narratives en fait. C'est un manga sur les relations toxiques concrètement, sur les violences conjugales, sur l'emprise. C'est des sujets qui me touchent, à mon avis, un peu trop personnellement encore, pour que je puisse avoir suffisamment de recul pour apprécier des œuvres qui en parlent en fait. Parce que c'est pas mauvais. Euh, c'est vraiment pas mauvais. Mais le problème, c'est que j'ai, euh, j'ai trop d'affect avec les personnages féminins et du coup, c'est compliqué. Après, c'est très très bien. On est dans une ambiance années 80 trop chouette. Je vais vous montrer, mais. Euh, J'ai un niveau dessin, c'est trop trop cool. Mais voilà, c'était un peu trop violent pour moi actuellement. Je pense que. Euh... bah, ça, c'est rock'n'roll. Attendez. Tac. Rocker. J'ai pas beaucoup lu en janvier, pas d'énormes coups de cœur en janvier, je crois bien. Oui, donc on a tous été un peu tranquille, tranquille au mois de janvier. On se remettait des fêtes et tout. Euh, Après, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des grosses sorties en janvier ou pas en manga, je me rends pas compte. Doré et Doro, nouvelle édition, c'est bien. Ouais, bah ça, j'en doute pas. De toute façon, j'ai prévu de m'y intéresser à la nouvelle édition de Doro et Doro, mais c'est juste qu'il faut choisir. Il y a vraiment trop de trucs qui sortent et je suis en retard sur mes achats de décembre et de janvier. Miggy et Dali, mais ça traînait dans ma biblio. Alors j'aime bien Miggy et Dali, c'est chez Komiku, ça je crois. Je sais plus qui est l'autrice, elle est décédée l'année dernière, je crois. Sur recommandation d'une personne dans le chat, j'ai lu Le Vendeur du magasin de vélo et c'était vraiment choupi, j'ai bien aimé. Bonne découverte pour moi qui ne lis jamais de romance. Bah, je pense, Meredith, qu'en plus, t'as. Moi, je l'ai pas encore lu, mais je pense que t'as choisi le titre parfait. DRCL, Astro City, Giant Robo et Jalouse, je pense. Ok. PTSD Radio, faut que je continue. Namisano, triste d'ailleurs. J'espère qu'on aura son tonologie posthume. Ouais, Miggy et Dali, j'avais lu les deux premiers, je crois. Je trouvais ça sympa, mais c'est le malaise ultime, ce manga, par contre. Genre, ils font trop peur, les deux jumeaux. Genre, il y a un côté un peu funny game dedans, je trouve, dans ce manga. Le film de Anneke, je crois. Ah, quand même, vous avez lu des trucs assez variés, hein, c'est cool. N'hésitez pas d'ailleurs sur le Discord à partager vos lectures. Hein. Franchement, ça peut être chouette de faire le pont en fait entre les lives et le Discord, genre de parler, enfin pour rebondir sur si vous avez lu des trucs hétérocos, ça peut être chouette quoi, pour en discuter. Je dis ça comme ça. Euh, Et du coup, j'étais sur Hey Girl. Euh, Après, voilà, moi ça m'a touchée de manière trop profonde pour que j'apprécie ce que j'ai lu, mais c'est pas mauvais. Euh, Il y a des personnages qui sont attachants, qui sont agaçants. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a généré des réactions, donc c'est que c'est plutôt bien fait, je pense. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mariko, qui est en couple avec un garçon qui est violent avec elle, et qui va développer des relations pour un autre garçon, concrètement. Et bon, bah.
Je l'ai acheté, je le garderai dans ma bibliothèque parce qu'historiquement c'est important, parce que c'est écrit par une femme, parce que pour mes recherches c'est toujours utile. Je sais plus s'il y a un écueil critique dedans. Euh, S'il y a une postface, j'avoue, c'est pas bien, j'ai pas lu la postface. J'ai repris les derniers tomes de Blue Period et Jimbo Show Sister et c'est sympa. Je connais pas Jimbo Show Sisters. Par contre, Blue Period, j'aime assez ce manga, mais je crois que j'ai lu jusqu'au tome 10, j'ai pas avancé après, j'avoue. Donc, Hey Girl, je suis un peu mitigée. Je vous le déconseille pas, mais juste genre gros disclaimer parce que bah, ça traite de violence dans le couple et de manipulation et d'emprise, quoi. C'est pas méga le fun. Mais du coup, pour me remettre de Hey Girl, j'ai lu un de mes auteurs de manga préférés. J'ai lu Bâillement de l'après-midi de Shinya Komatsu. Et attendez, parce que pour le coup, ça, je vais peut-être être un peu plus prolixe sur lui et je vais aller. Ils sont tout en haut. Faut que je grimpe pour récupérer les autres ouvrages que j'ai de lui. C'est un de mes auteurs préférés. Je reviens. Ok, c'est bon. C'est vraiment un auteur que j'adore. Et en l'occurrence, alors, Bâillement de l'après-midi, c'est des tomes qui, en fait, à chaque fois, euh, se situent sur 4 saisons. Donc on a printemps, été, automne, hiver et on suit en fait une jeune fille dans une ville qui s'appelle Blanche-Babille, je crois. Je sais plus exactement, dans un monde un peu absurde, un peu plein de nonsense dans le sens Lewis Carroll du terme et dans le sens Alice au pays des merveilles du terme. C'est-à-dire qu'on est sur des situations absurdes et qui n'ont pas beaucoup de sens, mais qui ont du sens dans le monde dans lequel on se trouve. Elle a une amie, par exemple, et on est vraiment sur du récit du quotidien, c'est du slice of life pur. Euh, il se passe rien de spécial, mais en même temps, ça montre que le quotidien est une petite aventure en soi et c'est trop trop chouette. Et elle a une amie qui s'appelle Madame Delacage et elle a cette particularité eh bien, d'avoir une cage à la place de la tête, par exemple. Et dans ce monde-là, c'est genre hyper normal. Et vraiment, je vais vous montrer des planches, hein, j'en cherche, que j'ai beaucoup aimé. Plutôt dans le tome 1, j'avais préféré, je crois. C'est tout doux. Moi, j'adore lire Shinya Komatsu. D'ailleurs, il a fait des cartes Pokémon. J'ai découvert ça ce week-end. Il a fait des designs de cartes Pokémon. On va peut-être regarder après. C'est trop joli du coup. Je sais pas si vous saviez. Moi, je suis très contente de l'apprendre. Mais genre, c'est un univers dans lequel, par exemple, il y a un ours qui tient une roulotte, qui tient un food truck. Enfin bref. Et en plus, j'adore le découpage de Komatsu. Genre, c'est trop joli. Euh, Et je sais pas, il y a quelque chose d'assez candide et d'assez. C'est toujours des récits touchants, c'est doux. Il se passe jamais rien de grave, ça a jamais de grandes conséquences, mais c'est agréable à lire et ça fait vraiment des pauses de lecture que j'adore. Enfin, je sais pas, quand je passe du temps avec les ouvrages de Shinya Komatsu, ça me rend heureuse, quoi. Je suis trop contente de lire ces récits-là. Euh, alors, je crois que c'est dans le tome 2 que j'avais. Et puis, des fois, il y a des petites histoires qui sont muettes et qui montrent à quel point il est super doué en découpage. Ah, ouais, c'est ça. C'est celui-ci, je crois. Il y a une petite histoire muette au début du tome 2 que j'aime trop. Ça s'appelle Le printemps à la fenêtre. Et en fait, on est constamment sur ce plan euh, du personnage qui est sur son canapé avec sa grande baie vitrée qui est ouverte. Et c'est le printemps, du coup. Euh,
Et on va juste suivre ce qu'elle va faire à cet endroit-là très précis de son appartement. Et ça, genre vraiment, c'est typiquement le genre de truc que j'adore dans les mangas. Et dans la BD de manière générale, en fait. C'est ce côté hyper lent, hyper nonchalant, hyper... Je sais pas, c'est doux, c'est agréable. Et de Shinya Komatsu, du coup, j'ai lu à peu près tout ce qui est sorti en France. C'est édité chez IMHO, un éditeur indépendant. Il avait fait Souvenir de la mer assoupie. Bon, je l'ai pas lu ce mois-ci, mais voilà, je vous le présente au passage parce que c'est un auteur que j'adore. C'est un très bon auteur d'Iyashikei. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Bah ouais, après, est-ce que le fait qu'il soit chez IMHO fait que du coup, il a pas une grosse couverture médiatique? Je sais pas, moi je trouve que tout est bien. Et Souvenir de la mer assoupie, du coup, pardon, c'est tout en couleur et pas tout en camon. Faut que j'arrête de faire des blagues. C'est très très beau. Regardez. C'est trop joli. J'aime trop trop trop. Et Souvenir de la mer assoupie, pour le coup, je crois que de mémoire, c'est pareil, on a différents chapitres, on suit différents événements de vie, tout se suit plus ou moins, mais regardez comme c'est beau, les couleurs et tout. Ça a un côté un peu Ghibli, je trouve, un peu avec la rondeur du dessin, les couleurs. Et l'auteur fait beaucoup appel à l'univers marin. C'est très très joli. J'ai pas encore lu Tohubohu ni son passage dans l'anthologie AX. Alors j'ai pas lu l'anthologie AX. Tu parles de celle qui est chez les Arts Noirs. Je l'ai pas. Tohubohu, par contre, bah, je l'ai juste là. Tohubohu, c'est vraiment celui, je trouve, qui a le plus une vibe Alice au Pays des Merveilles. Genre, il y a des nuages en forme de sucre. Euh, Il y a. C'est très surréaliste aussi. Bah, genre, je veux dire. L'inspi d'Ali, elle est visible à mort, je trouve, dans ces deux pages-là. Et Tohubohu, c'est vraiment l'idée que ça a pas de sens. Le titre fait référence à ça, de toute façon. C'est juste un truc qui a pas de sens. Mais c'est genre trop bien. Et. Ah ouais, il y a le jardin des champignons aussi qui était trop cool. Genre, regardez ça. Chiara, il y a des champignons si t'es encore là. Ouh. C'est trop beau. Vraiment, ça a l'air good vibe en effet. Ouais, franchement, c'est trop trop bien. C'est vraiment des récits qui te mettent bien, je trouve. La bouffe a l'air trop bonne. Les gens sont drôles. Je sais pas, c'est trop cool. Genre, j'adore ce passage. C'est trop beau. Et Tohubohu, ouais, trop trop chouette aussi. Il y a du coup le tome 3. Ah bah, regardez, je vous parlais du travail. Ça, c'est un peu le même ambiance que les planches qu'on a vues juste avant avec le salon, en fait. On est sur un même décor qui évolue. Et c'est vraiment des petites histoires courtes avec des trucs comme ça. Et les personnages sont drôles, quoi, vraiment. Il y a des passages sur des girouettes qui foutent le bordel dans une ville. J'essaye de vous retrouver les nuages en sucre parce que c'était... Ah, c'est là, je crois. Non, c'est pas ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Mais Alice au Pays des Merveilles, ça fait partie de mes bouquins préférés. Donc dès que je trouve des trucs qui font appel au nonsense de Lewis Carroll, j'aime trop. Et c'est une vibe qu'on retrouve pas mal, l'air de rien, souvent dans des mangas indépendants, quoi. Je pense à Neko Kappa aussi, pour ceux qui l'ont lu chez MHO, qui, pareil, a ce côté complètement absurde. Bon, je retrouve pas les nuages en forme de sucre, mais bon, voilà. C'est trop trop cool. Et du coup, il a un autre récit qui est peut-être un peu plus jeunesse, qui s'appelle Un été à Tsolomaki, qui est super chou. On suit un petit garçon dans une aventure bah, pour enfants. Et
Genre, je vais juste vous montrer le travail qui a été fait sur les phylactères dans ce manga. Je sais pas si ça fait le point ou quoi, mais je sais pas si vous voyez, en fait, il a fait des sortes de design un peu végétaux. C'est trop beau. Et en plus, j'adore ce gamin parce qu'il collectionne des autocollants de méduses. Genre, je vibe avec ça de fou. Et c'est pareil, c'est très beau. Je vais pas vous montrer 50 000 planches parce que de toute façon, il a un style assez reconnaissable, cet auteur. Mais c'est vraiment très très joli. Bah, d'ailleurs, tant que j'y suis, là, j'y pense. Est-ce que vous voulez que je vous fasse dans le Discord un récap des titres que je vous présente pendant les lives pour que vous puissiez vous y référer à nouveau après? Je me dis ça peut être bien, mais peut-être que non. Chez App. Oui, ok. Ouais, bah je vous ferai ça. Je ferai des listes. Je sais pas comment je vais organiser ça, mais ça peut être pratique. Et même vous, du coup, de peut-être rajouter des titres ou quoi. Il y a un salon lecture de toute façon. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai enfin lu Worm's Cradle. Je vous avais présenté la série d'origine lors du premier live, je crois. Là, on est sur du coup un préquel. Oui, c'est ça. Qui nous explique le fonctionnement des WOMS et comment ces femmes se sont retrouvées à travailler pour l'armée, parce que pour rappel, WOMS, on va suivre en fait des factions de femmes qui se font implanter des, euh, des fœtus extraterrestres qui leur permettent de voyager dans un autre plan. Oui, voilà, c'est ça, Thomas. C'est le truc SF où ils utilisent les femmes comme armes de reproduction massive. Exactement. C'est le réarmement démographique. Et donc, ça, c'est le préquel, en fait, où on va suivre un... Alors, je conseille pas forcément de le lire avant la série principale. C'est pas forcément utile, au contraire. Je pense que c'est mieux de commencer par la série principale parce qu'on est on est placé du point de vue d'une jeune femme qui découvre cet univers-là. Et donc ça, c'est vraiment un plus, un rajout qui est hyper intéressant euh, et qui permet de comprendre toutes les subtilités qu'il y a dans le récit principal et notamment le fonctionnement du coup de ce deuxième plan sur qu'elles atteignent grâce à cet implant de fœtus un peu chelou là, les nibas du coup. Et il y a aussi, j'ai trouvé ça super bien dans le spin-off ou dans le préquel, c'est ce côté où on va vraiment être placé du coup du point de vue d'une faction de femmes qui sont résistantes en fait et qui sont accusées de terrorisme parce qu'en fait y a des effets secondaires au fait de porter des fœtus extraterrestres qui ont des conséquences terribles sur ces femmes, mais sur le reste du monde dans lequel elles évoluent. C'est hyper intéressant. Après, voilà, je trouve que Worms, on est vraiment sur un truc proche de la hard SF, parce que l'autrice, elle nous explique pas tout. Faut accepter de pas forcément tout comprendre et d'être plongé dans l'univers. Graphiquement, je trouve qu'on voit qu'elle a fait Worms Cradle après la série principale parce que son trait s'affine vachement et il gagne en précision aussi. Elle a un trait très particulier, Yumiko Shirai. Elle a pas du tout un trait qui ferait entre guillemets manga, et j'y mets des gros guillemets parce que ça veut rien dire avoir un style manga puisque ça varie d'un auteur à un autre, mais en fait je trouve qu'elle a un style très particulier. Euh, Et j'aime bien son trait très fin, des fois un peu nébuleux. Les scènes d'action sont beaucoup plus lisibles d'ailleurs dans le spin-off, je trouve. Euh, Moi j'ai adoré, j'étais trop contente qu'on l'ait lu au club de lecture et je suis vraiment contente d'avoir du coup fini enfin cette série avec le spin-off. C'est vraiment un titre intéressant, mais il faut être bien réveillé. Ah ouais, non, c'est clair, lisez pas ça
quand vous êtes au bout de votre life, malade ou crevé, parce que ça demande beaucoup de concentration. Mais voilà, enfin, je sais pas, je trouve que c'est super beau. Surtout ces planches-là qu'il y a pour les chapitres sont vraiment trop trop belles. Et j'adore ce titre et en plus, ça permet vraiment de réfléchir à l'utilisation du corps des femmes. Bon, là, en l'occurrence, à des fins militaires, mais ça, si on réfléchit plus loin, ça peut faire réfléchir sur la question de la gestation pour autrui, sur juste l'utilisation du corps des femmes de manière générale et la marchandisation de ceux-ci. Et, euh, et ça fait appel, du coup, peut-être. Enfin, on peut faire un parallèle avec La Servante écarlate, par exemple. Euh, et du coup, c'est vraiment des récits hyper intéressants. Et bon, pour les personnes qui connaissent Moto Hagio, je crois de mémoire qu'elle conseillait la série. Il faut écouter la Queen de ce monde. En tout cas, je vous conseille vraiment parce que c'est super bien, c'est hyper intéressant. Et, euh, et j'ai adoré. Et il y a vraiment un côté que j'aime beaucoup dans Bombs, que ce soit le spin-off ou la série principale, c'est le fait que bah, on suit vraiment des groupes de femmes. euh, et même en dehors de toute considération masculine, on se rend compte qu'il y a aussi du coup des femmes qui sont derrière ce système qui est complètement déconnant. Enfin bref, c'est hyper intéressant. J'adore. Je surconseille. Après, j'ai lu un autre gros pavé, c'est mon premier mangetsu. J'ai lu Amo, chasseuse de Dieu. Il m'a été offert pour mon anniversaire par une amie. Que vous dire sur Amo, chasseuse de Dieu? J'ai vraiment aimé. J'ai bougé le micro, j'espère que j'ai pas bougé le son est toujours bon. J'ai trop peur de faire une connerie. euh... Amo, chasseuse de Dieu, c'est ce gros pavé du coup édité chez Mangetsu. Mangetsu a mangé les sous de l'ami. Question peut-être bête, mais pourquoi Mangetsu c'est pas ton délire? Alors c'est pas forcément que c'est pas mon délire, c'est que euh, il y a très peu de titres qu'ils éditent qui m'intéressent. Je suis pas fan de Junji Ito par exemple. Euh, et la plupart du temps, dans leur catalogue, je suis pas intéressée par ce qui sort, en fait, tout simplement. Euh, Après, moi, sur les considérations financières, etc., euh, enfin, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais en soi, c'est juste que leur catalogue me plaît pas des masses. Et puis, ouais, pour le moment, j'ai pas trouvé. Oui, c'est ceux qui éditent. Oui, oui, c'est ceux qui éditent les Junjito. Je t'en ai offert plein des Junjito. Mais du coup, ouais, je suis pas. Dans leur catalogue, pour le moment, j'ai pas vu grand chose qui m'intéresse. Ça va peut-être venir. On verra. Du coup, la légende d'Amo, chasseuse de Dieu, pardon, je reprends, j'en étais. Faut que j'arrive à switcher. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Amo. Ah bah oui, il y a The Blue Flowers, effectivement, Chloé. Ouais, pardon. Euh, Amo, du coup, chasseuse de Dieu. On est dans un univers à mi-chemin entre du Nausicaa de la vallée du vent, le personnage d'Ashitaka dans Princesse Mononoke de Miyazaki. Il y a un côté un peu Camuiden aussi, j'ai trouvé dans le design du personnage principal. Euh... Et en vrai, je pensais pas, mais ça m'a vachement plu. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre deux jeunes personnes, un garçon et une fille, euh, qui vivent dans la... Je crois que c'est les Managi qui s'appellent. Historiquement, c'est un... Attendez. Je vais pas vous dire de conneries. Ta 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 ta. Voilà, ça, ils vivent au village Matagi qui est un village
où on croit à beaucoup de légendes, etc. Euh, et, euh, et en gros, ce qui se passe, du coup, si je me souviens bien du début du bouquin, j'arrête de regarder le chat pour arrêter de me couper dans ce que je suis en train de vous dire parce que j'y arrive pas. Amo et un jeune garçon qui s'appelle Manza sont en train de faire de la chasse. Et il s'avère qu'en fait, selon les légendes, les femmes n'ont pas le droit de chasser et qu'elles vont être maudites. Et Manza, l'ami de Amo, a été est genre le gros coup de cœur d'une déesse. Euh, et elle va l'enlever. Et à partir de là, Amo va décider de se venger des dieux et des déesses parce qu'ils lui ont enlevé Manza, son ami, possiblement son love interest. Euh, et du coup, elle décide de se battre contre les dieux euh, tout au long du récit. C'est une grosse épopée. Euh, Graphiquement, je pensais que ça me plairait pas, mais j'ai trouvé ça pas mal. Et il y a ce truc aussi qui est très intéressant, c'est que le personnage principal, donc, qui est une jeune fille, elle chasse, elle a pas le droit de chasser. On a aussi tout un discours sur la place des femmes dans la société, en l'occurrence chez les Matagi. Ça va lui coûter un renvoi de son village. Je vous spoil pas, hein, c'est genre premier chapitre. Hein. Euh, et elle va décider de se battre en prenant une identité d'homme pour ne plus avoir à subir la répression faite aux femmes, en fait. Et donc on va la suivre dans son combat contre les dieux pour pouvoir retrouver Manza et le sauver des griffes de cette terrible déesse qui l'a enlevé et qui en fait est terriblement cruelle avec lui. Et j'ai trouvé, je vous spoilerai pas, vous en faites pas, que la fin était extrêmement intelligente, extrêmement bien faite. On est sur ces récits qui ne pardonnent pas à leurs personnages principaux d'être des personnages violents. Et ça, j'aime bien. Akimi Yoshida a tendance à faire ça aussi dans ses mangas d'action comme Yasha ou Banana Fish. Moi, les auteurs qui se disent bon, bah, j'écris un personnage qui est moralement trop gris ou pas acceptable, faut que je lui donne une fin qui va avec ça, j'aime bien. Et dans Amo, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. J'ai vraiment aimé. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu, mais genre, moi j'étais assez étonnée et c'est. Je l'ai lu super vite. Je pensais pas, il y a quand même près de 600 pages. Mais gros kiff. J'ai beaucoup aimé. Puis c'est beau quoi. Bah franchement, moi je. Encore une fois, quand je l'ai vu en librairie, je m'attendais pas à grand chose et tout. Mais j'ai trouvé ça trop chouette, en fait, de suivre cette jeune femme, du coup, qui va parcourir euh, une grosse partie de son territoire pour se venger des dieux qui, en fait, imposent leurs lois aux hommes et les empêchent de vivre comme ils le voudraient. Et donc, en fait, il y a aussi cette idée qu'il y a le dogme qu'elle a en tant que femme de ne pas pouvoir chasser. C'est typiquement un dogme religieux qui va à l'encontre de la liberté des femmes contre lequel elle finit par se battre. Il y a vraiment plusieurs lectures en fait qu'on peut avoir du manga et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça toujours intéressant aussi de voir les motivations qu'il y a derrière les personnages féminins qui décident de prendre une identité masculine pour parvenir à leur fin parce que la société ne les prend pas au sérieux si elles sont simplement des femmes. C'est quelque chose qui est assez récurrent en plus dans pas mal de mangas que j'aime. Je pense à La Rose de Versailles notamment. Mais aussi à l'épée de Paros où on a des personnages féminins mais qui flottent entre dans la société, dans l'intime femme et aux yeux de la société homme pour pouvoir mieux vivre en fait dans le monde. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Mademoiselle Mozart qui était sorti il y a quelques années, qui était super. Euh, où on nous raconte une histoire où Mozart serait une femme et prend une identité masculine pour pouvoir vivre en société. Il y a ça aussi, je crois que Chloé t'en parle souvent, c'est L'Oiseau d'or de Caïnis.
je crois, où on suit une autrice qui finit par prendre une identité masculine en société parce que elle est beaucoup plus acceptée de cette manière. Et tout ça, ça prend racine dans des réalités historiques. En plus, je pense à George Sand notamment, qui pour se faire éditer a fait ça. Ou alors ne serait-ce que Colette dont on parlait, qui... euh, bah, pas qu'elle aurait pas vendu ses bouquins, mais voilà, Willy a pris ses travaux pour les vendre parce que derrière l'excuse du je suis un homme, ça se vendra mieux si c'est sous le nom d'un homme, quoi, concrètement. Mais bref, j'aime bien cette manière qu'ont les auteurs ou les autrices de travailler autour de, de la représentation des femmes et justement de montrer l'oppression des femmes en les faisant prendre une identité masculine à la ville. J'ai mis des guillemets parce que bon voilà. Je trouve ça intéressant. Oui, j'aime trop la odeur de Canis. Ouais. On a un peu ça dans Goodbye My Rose Garden aussi. Alors je l'ai pas lu, Goodbye My Rose Garden. Les couvertures sont très belles. Mais bref, c'est un sujet qui m'intéresse et même pour les personnes qui le savent, genre je bosse sur Host Club de Bisco Hattori qui suit un personnage féminin qui, en se grimant en garçon, sans forcément y réfléchir d'ailleurs et sans véritable volonté de sa part, va pouvoir entrer dans des milieux masculins et comprendre le fonctionnement de certains milieux masculins. Et bref, c'est des trucs qui sont hyper intéressants autour de des figures de femmes et du traitement des femmes dans les récits. Et dans le manga, je trouve qu'il y a pas mal de mangas qui jouent avec ça et ça fonctionne bien. Et c'est quelque chose qui est assez euh, récurrent dans la culture japonaise, ne serait-ce que par le théâtre kabuki. Où les hommes font des rôles féminins et masculins, ou encore la compagnie Takarazuka, où là, en l'occurrence, on n'a que des femmes qui font des rôles masculins et féminins, et qui a raison de ma bisexualité absolument tous les jours quand je vois une photo de la troupe Takarazuka. Voilà. Et donc, bref, dans Amo, c'est hyper intéressant parce que, ouais, il y a vraiment... il y a plein de lectures qu'on peut faire, et notamment autour du dogme religieux, de l'impact des religions. Et il y a un côté un peu mythologique aussi qui est très chouette, qui reprend, je pense... Je me suis pas assez renseignée dessus, mais très certainement des mythes japonais connus ou dans le folklore. Donc, très très chouette. Et pour finir, j'ai lu enfin... euh, le dit du Genji de Yamato, l'adaptation du roman. Attention, vieux bouquin en approche, sont si vieux. Du roman Fleuve de Murasaki Shikibu. Euh, et en soi, je n'ai rien à redire sur l'adaptation. Je trouve que c'est très très bien. C'est très très beau. On est très shoujo 70s, années 80, ma vibe, tout ça. Voilà. Évidemment, on questionne le comportement du prince Genji, qui était un putain de groomer. Mais on... Mais l'histoire est chouette et c'est des intrigues de cours, ça fonctionne super bien. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion de le lire dans le chat ou de le finir. Euh, Mais le dit du Genji, c'est considéré comme le premier récit écrit par une femme dans l'histoire de la littérature. Et c'est assez intéressant justement de voir le travail de Murasaki Shikibu, du coup, qui, euh, qui a écrit le dit du Genji. Euh, Parce qu'en fait, alors en Occident, on dit Wouh, c'est le premier récit écrit par une femme, premier roman écrit par une femme. Je crois que ça a été écrit aux alentours du XIe siècle ou du 12, 13e, je sais plus. J'ai perdu mes dates, je ne sais plus. Anyway, il faut savoir qu'à l'époque, on est sous la période Heian au Japon. En fait, ouais, c'est ça, c'est 11e siècle, je crois. Ouais. À la période Heian, au Japon, il y a énormément de femmes qui écrivent. Murasaki Shikibu n'est pas une exception dans son milieu et dans le milieu de la cour du prince Genji.
Il y a beaucoup de femmes qui écrivaient, en l'occurrence beaucoup de poésie, puisqu'à l'époque, quand on est à la cour, on s'exprime à travers la poésie. C'est très particulier. Et pour les personnes qui l'ont peut-être faite, il y avait une expo sur la période Heian au musée Guimet, je crois, il y a 2 ans. J'y avais été invitée par Panini parce qu'à la base, en fait, Panini m'avait proposé de bosser sur l'édition, de faire une préface. Mais le projet a été avorté parce que, et en même temps, je trouve ça très bien, ils sont passés par la commissaire d'expo euh, du musée Guimet. Et ils ont aussi pris une excellente traductrice qui est Miyako Slocombe, et du coup, bah, ils pouvaient pas me payer pour faire une préface, genre. Et il y a pas de souci, hein. Je trouve qu'ils ont fait un travail génial, et en plus, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer le premier tome parce que je suis allée pour eux, j'étais un peu missionnée entre guillemets par eux pour me rendre à l'exposition à Paris, qui était très chouette. Euh, et que vous dire si ce n'est que graphiquement, c'est. Bah, je sais pas, genre. C'est tellement ma came en fait. J'adore. Je trouve que l'adaptation est très réussie. J'ai jamais réussi à finir le roman en l'occurrence pour l'instant. Mais j'adore l'écriture de Murasaki Shikibu. Et c'est surtout que bah, c'est l'occasion de rajouter une femme à votre panthéon et de découvrir une œuvre littéraire ô combien importante dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire du Japon, parce que le dit du Genji, c'est vraiment un monument littéraire. Et il y a eu un film qui était sorti, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça, que j'avais beaucoup aimé. Je pense qu'il y a des gens qui doivent voir de quoi je parle. Genji Monogatari. Enfin, il y a eu plein d'adaptations. Ah, voilà, c'est ça. Euh, mais il y a eu une adaptation assez géniale de Gisaburo Sugi. Je vous montre ça. Tac. Je vais voir si je peux pas vous montrer quelques images pour vous donner envie parce que c'était très très beau. Sur... Il n'y a pas la bande-annonce là. Peut-être sur YouTube. On va essayer. Dans le vieux parc solitaire. Pourquoi il me met toujours ça? Roman de Genji. La meuf écrit n'importe quoi. Voilà, l'exposition c'était ça, à la cour du prince Genji au musée Guimet. Bon, ça dure 23 minutes, on va pas. Il faut que je retrouve le nom du réal, Gisaburo Sugi. Il n'y a rien. Ah, c'est dommage. Je vous aurais bien montré quelques images. Et je l'ai pas sous le coude là. Je vous enverrai des screens sur le Discord du coup, dans l'animation. Mais en gros, on suit des intrigues de cour et surtout des intrigues amoureuses. On va suivre le prince Genji à la recherche de l'amour. C'est une thématique assez récurrente dans la littérature Heian à cette époque. Et c'est surtout ce qui intéressait les courtisans. Voilà. Alors, PA, t'as aimé ou pas ce que t'as lu du dit du Genji? Il y a le deuxième tome, je crois, qui est sorti cette semaine. Faut que j'aille le chercher. Elle était chouette cette expo. Ouais, l'expo était bien. Elle était bien. C'est juste dommage qu'au musée Guimet, ils aient une politique vis-à-vis de la Chine qui me dérange. Je sais pas si vous êtes au courant, mais genre, ils évincent littéralement certaines régions au fur et à mesure que la Chine revendique des territoires. Euh,
Donc ça me fait j'avoue, ça me saoule. Et la directrice du musée s'en est défendue à la radio en disant non, non, pas du tout. On fait pas du tout ça parce qu'on reçoit de l'argent de la part de la Chine. Mais bon, le fait est que du coup, il y a ça. Et ça a été alerté par de nombreux chercheurs, notamment des chercheurs du CNRS, qui ont dit qu'il fallait faire attention parce qu'on était sur une révision de l'histoire par le musée Guimet sur certaines choses et notamment certaines régions qui étaient des régions indépendantes et qui ensuite ont été revendiquées par la Chine. Et du coup, maintenant, sur ces œuvres, sur les cartons, il y a écrit qu'elles viennent du territoire chinois ou province de je sais pas où en Chine, alors qu'à la base, c'était Enfin, à l'époque dont sont issues les œuvres, c'était des régions indépendantes. Donc voilà. J'avoue, c'est un truc qui m'emmerde un peu, mais ça va pas m'empêcher d'aller au musée, mais ça me saoule, quoi. J'avais beaucoup aimé, c'est un peu difficile dans le sens où c'est assez verbeux et dense. Ça m'a pris du temps à lire, dyslexie. Ouais, je comprends. J'adore le découpage de l'autrice, il y a de belles idées et d'utilisation de symbolisme qui m'avaient plus ou moins marqué. Ouais, c'est très très beau, il y a beaucoup de... Dans le manga, il y a beaucoup de fleurs de cerisier. On sent qu'elle est vraiment dans cette vibe d'autrice des années 70. Et pas que, mais héritière des années 60 aussi, qui sont vraiment éclatées sur la mise en page des planches où on sort du cadre, des choses dont on a l'habitude aujourd'hui, mais qui à l'époque sont assez révolutionnaires. Et c'est vrai que c'est vraiment très très beau, quoi. Et je trouve, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais que la traduction de Miyako Slocombe est hyper fluide. Genre vraiment, je trouve que c'est hyper facile à lire. Au-delà du fait qu'effectivement c'est assez verbeux, que c'est assez dense, j'ai trouvé que ça fonctionnait vachement bien. Seul petit reproche que je ferais, c'est que les personnages se ressemblent des fois beaucoup, surtout les personnages féminins, qui n'ont pas forcément des traits très caractéristiques. Euh, Ouais, c'est dur au début de reconnaître les personnages féminins. T'as l'impression que toutes les meufs, c'est les mêmes. Vraiment, c'est vraiment le reproche que je ferais. Mais par contre, niveau traduction, c'est assez génial. Et Miyako Slocombe fait un super boulot sur cette série. Et j'ai très très hâte du coup de lire la suite. Euh, Déjà parce que c'est un manga matrimonial important pour l'histoire du manga, que bah, vous savez, le shoujo manga fait partie euh, de mes champs de recherche indé, quoi. Donc je suis trop contente qu'on ait enfin réussi à avoir ce manga en France. Tiens, tenez, ça c'est très beau. Ah oui, il y a toujours des marque-pages hein, dans les perfects de Panini d'ailleurs. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Et attendez, je vais vous chercher. J'ai des planches couleurs dans mon drive, je vais vous montrer parce que du coup, moi j'avais commencé ce manga à l'époque, il y a quelques années, je crois que c'était avant le Covid, aux États-Unis, au Met, je crois, ils avaient fait une expo sur le dit du Genji et ils avaient du coup profité pour éditer une version numérique de ce manga-là de Waki Yamato et donc ils avaient proposé de très très belles planches couleurs à l'expo. Bon, bien sûr, on n'a pas pris un avion pour s'y rendre, hein. Euh, mais attendez, je vous cherche les planches. Est-ce que je l'ai? Waki Yamato. Yes. Tale of Genji. Ah, c'est embêtant. Je pense que je les ai ailleurs. Euh, Mais du coup, j'avais commencé le manga en anglais et j'avoue que je suis très très reconnaissante que Panini ait fait une édition française parce que avec tous les noms différents qu'il y a et tout, c'est un enfer juste. Vraiment. Euh, Peut-être vous montrer. Bon, du coup, c'est la version numérique que j'ai là, mais je vais vous montrer quelques planches couleurs pour vous voyez comme c'est beau. Pour vous donner envie de découvrir ce manga. Hop.
puis, comme en un chapitre, ça clôt la vie d'un perso féminin, tu comprends pas le lien avec le chapitre 2. Enfin, ça clôt pas, mais ça balaye assez rapidement. Oui, alors, premier chapitre, c'est hyper compliqué de comprendre la timeline et tout, je trouve, je suis d'accord. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Enfin, moi, j'adore, quoi. Ça, on est sur du crayon couleur, je la trouve magnifique, cette illu. Ils sont beaux, les scans qu'ils avaient fait, les Américains, quand même. Regardez-moi ces couleurs dans les cheveux, en fait. C'est incroyable. Et les détails sur les kimonos, moi j'avoue, c'est, elle a vraiment un sens du détail, Waki Yamato, dans ce manga, et je trouve ça hyper agréable. Ah, ça c'est une de mes planches préférées, je pense, du manga. Je trouve ça magnifique. Voilà, après, faut garder en tête que on est au XIe siècle, que le rapport aux enfants, aux femmes, tout ça, pas ouf. Mais ça se lit bien, quoi, je trouve, malgré ça. Et on peut avoir ça en tête et accepter de lire le truc aussi, quoi. Et genre, regardez comme c'est beau. Les couleurs sont assez dingues, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que sur les planches couleurs, c'est oufissime, quoi. Putain, ils sont vraiment beaux, hein, les scans qu'ils ont eu. Ouais, c'est du crayon de couleur, PA, tout à fait. Et le reste, enfin après, on voit bien qu'elle bosse notamment à l'aquarelle. Mais c'est vraiment sublimissime, quoi. Genre. Les détails, là, sur les kimonos, c'est assez incrant. Enfin, moi, j'adore. Puis j'avoue que trouver. Enfin, l'occasion est quand même trop belle d'avoir une œuvre originalement écrite par une femme, adaptée par une femme, qui sort en France dans cette belle édition Panini. Je sais, pour avoir été un peu dans les coulisses, qu'ils ont fait. Ils ont vraiment travaillé un maximum pour nous proposer ce qui est à ce jour du coup et sera l'édition la plus complète jamais éditée au monde, parce que l'édition de Panini est en fait plus complète que l'édition japonaise, même du fait des préfaces et du travail qu'ils ont fait et qu'ils vont faire, vous verrez sur les prochains tomes. Genre, chapeau à eux, parce que je pense que le pari était pas facile, franchement. Le matrimonial, on l'a compris dernièrement, ça vend pas des masses, quoi. Et ils font ce pari et ça fonctionne vachement bien. Regardez-moi ces détails. Après, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter en fait pour ce bilan culturel de janvier. J'ai pas été hyper. Je suis pas allée au musée, j'ai pas été au cinoche, j'ai pas fait des trucs de ouf. J'ai beaucoup joué à Baldur's Gate avec ma meilleure amie au début du mois. J'ai beaucoup joué à Love and Deep Space. Et les jeux vidéo ont pris beaucoup de temps sur ma vie. Et j'ai pas beaucoup lu non plus parce que je me remets tranquillement à la lecture. Voilà. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez partager le temps qu'on est encore en ligne? Parce que je vais pas tarder à vous laisser du coup. C'est trop beau. C'est trop beau. Si, attendez, il n'y a pas un truc que je vous ai dit qu'on allait regarder à la fin du live? Et j'ai oublié c'était quoi? Attendez, je refais le retour en arrière des mangas. Je suis sûre qu'il y a un truc, j'ai dit qu'on allait checker. Je sais plus ce que c'est. Bah, je sais plus.
Bah, en tout cas, voilà. Bah, merci à vous hein, d'être là, d'être présent. Franchement, c'est trop cool. Je m'éclate trop à faire ça. C'est trop, trop bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, alors, je suis en train de voir pour bosser sur un live pour vous parler de mon travail de préfacière avec un collègue de Panini. On va revenir sur les 1, 2, 3, sur, pas que sur mon travail, mais sur eux, leur politique éditoriale autour de la préface sur les éditions Perfect qu'ils font. Voilà. Et il faut que je prépare le live poésie aussi parce que je sais que vous aviez envie qu'on fasse ça et ce serait bien qu'on le fasse. Voilà. Et je vais voir du coup pour me faire une cam zénithale pour pouvoir vous montrer les bouquins du dessus. Ce sera cool. Voilà, voilà. Je sais pas quand je vais refaire un live cette semaine. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Poésie avec l'écho, j'espère. En vrai, on peut s'amuser parce que c'est bon. Normalement, je gère maintenant le fait qu'il y ait de l'écho ou pas. Sauf tout à l'heure où du coup, il n'y avait pas d'écho. Et du coup, il n'y avait pas d'écho, mais du coup, c'était mal branché, donc c'était l'enfer. Mais voilà. Euh, et du coup, ouais, je prépare tout ça. Il y a aussi un live peinture que je vais faire, mais j'ai pas fait le live peinture parce que genre j'avais zéro inspi, donc je vais pas faire de la peinture histoire de dire que je fais de la peinture. Mais il y a de grandes chances qu'on se retrouve soit jeudi soir, soit vendredi soir. Je vais réfléchir au sujet qu'on va aborder. Euh, mais je vous ferai bien un focus sur un auteur ou une autrice. Vous pouvez peut-être me faire vos suggestions si vous voulez dans le Discord. Ça peut être fun. Euh, on va voir. Oh, intéressant, je vais suivre ça. C'est quelque chose que j'aimerais plus travailler personnellement, les préfaces postfaces. Euh... Ben ouais, PA, en plus, je pense que euh, moi, cette année, je bosse sur 6 ou 7 titres différents, je crois. Et je fais jamais le même travail. Et donc, je me dis que ça peut être intéressant d'en parler, aussi d'expliquer euh, ce que les éditeurs peuvent attendre de moi quand j'écris des préfaces, mais aussi ce que moi, j'attends personnellement de moi-même et ce que j'attends d'une préface de manière générale. Parce que bah, souvent, il y a à boire et à manger dans les préfaces de manga, je trouve. Et c'est pas un travail facile. Vous récupérez en fait une page euh, de quelques caractères, mais derrière, il y a des heures et des heures de travail. Moi, il y a des préfaces sur lesquelles j'ai pu passer une vingtaine d'heures, quoi. Donc je me dis que ça peut être intéressant d'en parler, mais il faut que je vois avec mon copain de chez Panini quand il est dispo pour qu'on fasse ça. Mais j'ai bien envie qu'on en parle. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore d'être venu sur le live. C'est vraiment des super rendez-vous à chaque fois. Je suis trop contente. On espère qu'au mois de février, on est on the way to l'affiliation. C'est plutôt bien parti pour l'instant. Je vous retrouve bientôt. On se retrouve sur les réseaux. Et puis, n'hésitez pas à interagir sur le Discord. Je vous souhaite une très bonne nuit. Salut, salut.